Bon, eh bien, bonjour à toutes et à tous. Voilà le résumé de la Dia 2, enfin la lecture et résumé du Dia 2 avec quelques informations en plus. En vérité, cette Dia, après l'avoir parcourue, juste pour vous dire qu'en fait, si vous avez lu et compris le texte de l'amour en plus, il n'y a vraiment pas besoin de cette Dia. Du coup, si vous l'avez lu, impeccable. Si vous l'avez lu, du coup, voilà, je vous donne ceci. Une médaille, waouh, bien joué. Bon, on va commencer du coup par le début, sans trop tarder. L'amour en plus, donc de Banater, paf, ceci. Donc ici, on parle de l'absolutisme politique. Alors, qu'est-ce que c'est l'absolutisme politique? Donc ça désigne un système politique dans lequel il y a une personne, donc ici c'est Louis XIV, qui détient tous les pouvoirs et les exerce de façon absolue. Donc c'est l'absolutisme politique. Donc tu as un pouvoir politique et tu l'exerces de façon absolue. Voilà. Logique impeccable, imparable. Euh, du coup, dans ce texte, on parle au tout début, il faut que je retrouve le texte si vous voulez bien, voilà, ici, troisième discours tenu par Bossuet. Alors, important de savoir, intéressant à savoir, Bossuet, qui c'est? En fait, Bossuet, lui, c'est le précepteur de Louis XIV, et il a contribué en gros à l'éduquer. Donc, il y a un lien entre Bossuet et Louis XIV, on y reviendra un peu plus tard. Donc, ici, on parle, dans l'amour en plus, de l'autorité paternelle, donc l'autorité du roi, ouais, le droit naturel. Désolé, je commence à fatiguer, j'ai faim. Donc on parle de la bonté instinctive du père envers ses enfants, qui revient au même titre que la bonté du roi envers ses sujets. De l'ingratitude de la méchanceté des enfants et de l'ingratitude et de la méchanceté des sujets. Il y a ici la création d'un dogme qui a été fortement influencé par Bossuet, qui est celui de l'inégalité naturelle. Donc c'est celui de la supériorité qui vient de l'ordre de la génération, donc les enfants et les parents, par exemple. Donc c'est la conception qui s'appuie d'une théorie particulière de l'enfance. Donc le père est supérieur au reste. Alors pourquoi l'absolutisme politique? Bah déjà en fait, ça nous permet de légitimer la monarchie absolue, ce qui arrange bien notre petit copain, le Louis XIV là, le petit copain, parce qu'en plus avec l'autorité naturelle, paternelle, ça donne un droit naturel, le droit naturel qui, on va voir ici, euh, lui, c'est le roi, donc il a une autorité naturelle, un droit naturel sur ses disciples. Donc ça renforce bien. Le petit Louis XIV, là, il se met bien. Il est trop content, c'est la fête, on est trop bien. Il y a du coup de la suite du texte quand on parle un peu du pouvoir d'une analogie entre le roi et Dieu le Père. Donc, celui d'une autorité indiscutable comme on vient de parler. Du coup, après, il y a une confusion entre ces trois termes. Dieu, roi et père. Alors, eux, ça les arrange bien. Dieu, le roi et le père, c'est des personnes qui ont des personnes ou pas, comment dire, une entité qui a euh, un pouvoir absolu, indiscutable de par sa position de père. Donc, le père, il gagne en magnificence et en autorité. Je sais, ça fait un peu BG. Le roi, il gagne en bonté et en sainteté parce qu'on se dit, putain, le mec, on est quand même dirigé par un beau gosse, en fait, c'est trop cool. Et ensuite, il y a Dieu qui est rendu plus familier et plus proche de ses créatures. Il y a une association, à ce niveau-là, entre l'État et l'Église, qui étaient des choses plutôt différentes à l'époque, vu que on rentre carrément en monarchie absolue. Donc le roi et Dieu sont alloués presque au même titre, du moins au même statut. Et ça, c'est plutôt intéressant euh, de faire la différence, parce que si vous avez suivi des cours d'histoire à l'époque, l'État et l'Église, bah, des fois il y a des différences, des fois ils se rassemblent, et là ils se rassemblent bien. Désolé si je vous sors un ramassis de conneries, mais en fait j'ai trois notes en face de moi, j'ai ça, la dia, puis j'ai des notes écrites, du coup j'essaie un peu de croiser les infos pour vous donner le plus de trucs possible. Euh, du coup, là on en est au l'absolutisme politique, la dernière analogie, comme on l'a dit, Dieu, roi, père, pasteur. Donc on était à trois termes, mais on a ajouté le pasteur. Pasteur pour représenter ces trois-là. Pourquoi? Les hommes, le sujet, l'enfant, brebis. Les hommes au niveau de Dieu, les sujets au niveau de roi, les enfants au niveau du père, les brebis au niveau du pasteur. Ensuite, nous avons l'église au niveau de Dieu, la police au niveau du roi, la mère au niveau du père, le chien de berger au niveau du pasteur. Donc ce sont les intermédiaires vigilants. Et ensuite, nous avons la mère
au niveau de Dieu, le chien de berger... Oh non, non, qu'est-ce que je raconte? La mère et le chien de berger, eux, ils sont soumis à leur mari, comme le chien au berger. Donc là, il y a une alliance avec la mère et le père, et le chien de berger et le pasteur. Ceux-là, leur pouvoir, tac tac tac, ne leur appartiennent pas. Ils appartiennent à leurs supérieurs, ils ne font qu'influencer et accentuer le pouvoir des autres. Donc, à l'époque, c'est le papa qui décide, la maman a le pouvoir du père qu'elle exerce, si jamais le père meurt, ça a de l'influence, parce que du coup, elle prend le rôle du père, et comme elle sait comment le père fonctionne, il n'y aura pas trop de difficultés. Ils ont plus ou moins le même rôle, sauf que le père est quand même supérieur. Mais, du coup, si elle meurt, ça change pas grand-chose, c'est toujours le père qui a l'autorité. Voilà. Et là, paf, le schéma très important de savoir l'expliquer. Merci Mathieu Delvaux pour ce petit dessin. L'analogie du père, du roi, de Dieu et du pasteur. Le père a l'influence sur la mère qui a l'influence sur les enfants. Le roi a l'influence sur la police qui a de l'influence sur le peuple. Le Dieu a de l'influence sur l'église qui a l'influence sur le peuple aussi. Donc le pasteur a de l'influence sur le chien qui a de l'influence sur les brebis. À noter du coup que, sur ce schéma, si vous ne l'avez pas compris, c'est vraiment une pyramide. Ici, tout au-dessus de la pyramide, au milieu, tout en dessous. Lui ne saura jamais dominer lui domine lui domine lui. Toujours constamment. Je pense que vous avez compris le schéma. Si vous n'avez pas suivi, je ne sais pas comment vous aider, parce que même moi j'ai un peu du mal. Si j'en suis les annotations que j'ai, donc c'est le droit divin se trouve ici. L'autorité naturelle, l'autorité suprême. Il délègue son autorité à la mère, l'église, le chien, etc. Qui lui-même, donc ça c'est un institut d'État, qui lui-même lègue son autorité, qu'il l'exerce au nom de celui-là, il exerce l'autorité aux subordonnés. Là je suis sûr que vous avez compris, on est bon. Là on en vient du coup au droit du père. Alors le père, c'est limité par l'église et c'est renforcé par l'État. Donc l'église limite les droits parentaux, le devoir du père envers ses enfants qui sont les créatures de Dieu. Ce qui fait que le droit de mort est supprimé. Avant, le père, s'il en avait ras-le-bol de son gosse, il pouvait le tuer, aucun souci là-dessus, vraiment. Mon rêve, tiens, on donne un petit couteau de boucher là, fais-toi plaisir. Ça ne fonctionne plus comme ça. Par contre, pour éviter ces droits-là, la mort, etc., pour éviter de tuer, il y a plus en plus d'abandons qui sont tout de même acceptés. Parce que ce n'est plus la même que devoir tuer et abandonner. Donc à l'époque, c'est toujours accepté. Pourquoi plus de morts? Parce que c'est un cadeau de Dieu. On ne peut pas tuer un cadeau de Dieu. Parce que si nous, en tant que père, on se met au même statut que Dieu, c'est comme si on tuait notre propre cadeau. C'est pas logique. Même si ils savent encore très bien à l'époque qu'ils sont pas Dieu, c'est des humains. Mais ils ne peuvent pas tuer le cadeau de Dieu. Suite à certains problèmes, c'est l'État qui renforce les droits du chef de famille. Donc au niveau du mariage, pour vous rappeler, au XIIe siècle, le mariage sans l'accord des parents, c'était si un garçon de 13 ans et demi et une fille de 11 ans et demi se mariaient, ça a créé trop de problèmes, c'était beaucoup trop libéral. L'église était trop libérale à ce niveau-là. Du coup, il a été au niveau du XVIe siècle obligation de présence d'un prêtre. C'était tout de même un péché si les parents n'étaient pas d'accord, mais le mariage restait valable, ce qui donnait une instance en plus à devoir exiger pour se marier. Et donc, ne plus être obligé d'avoir l'influence du père, vu que t'es marié, ton père n'a plus d'influence sur toi. Donc c'était un peu un processus de libération. Cela dit, si un enfant se mariait contre la volonté des parents, il était déshérité, et plus le mariage d'un mineur, c'est considéré comme un rapt. Et le rapteur est suivi d'une peine de mort. Du coup, si tu te maries sans l'autorisation de tes parents, t'es considéré comme un rapteur, donc quasiment un violeur, et t'es tué. Alors qu'en fait, peut-être que la personne est d'accord. C'est d'une illogicité... Voilà, j'en perds même mes mots. En 1763 vient maintenant le droit du père d'envoyer l'enfant dans un camp de travail. Camp de travail, ou ici, prison. Le droit paternel de correction et d'enfermement des parents, des enfants, plus les lettres du cachet. Donc, comme on l'expliquait dans le texte, si vous l'avez suivi, c'est quand l'enfant, en fêtant un peu trop à sa tête,
le père ou la mère peut trouver un moyen de le dégager, donc il y a plusieurs façons de les dégager, donc s'il est paresseux, s'il est violent envers ses parents, négligent, ou alors si il pourrait être un rapteur, alors attention, il n'y a pas besoin de preuves, hein. Tu dis juste, ouais, moi je m'en fiche, je pense qu'il peut être un rapteur. Du coup, paf, il est envoyé dans un camp de travail ou en prison, et du coup, à partir de ce moment-là, toi, en tant que père, tu n'as plus aucune autorité sur ton enfant. Tu l'envoies au cachot, et tu ne le reverras jamais, peut-être. Et ça se peut qu'il ressorte à un moment. Faut savoir qu'un enfant, il est considéré ton enfant en dessous de 25 ans. Et les filles, c'est à tout âge, jusque même 40 ans, si tu veux. Mais du coup, les garçons avaient quand même plus d'avantages parce qu'ils avaient une limite d'âge, alors que les femmes, absolument pas. Pour ça, quand on dit le droit des parents de demander la déportation de leur enfant dans les îles coloniales, suite du coup aux emprisonnements. Le droit du père, donc, c'est obéissance, pression sociale, donc c'est pour garder un maintien de l'autorité de la société hiérarchisée. L'amour, peu fiable, passe au second plan. Et là, du coup, ça en devient une société sans amour. Les théologiens condamnent l'amour et le plaisir. Le mari et la femme doivent être amis et non amants. En outre, l'amitié et la tendresse n'interviennent pas dans le choix du conjoint. Tu ne pouvais pas être amoureux de la personne à qui tu voulais être. C'était mal vu. Tu devais juste être avec ton pote, avec ton srab. Alors que maintenant, c'est très mal vu de faire ça. Donc on voit vraiment la différence de l'époque. L'absence d'amour comme valeur familiale et sociale, l'amour est associé à la passivité, à l'éphémère et à l'amollissement. Il est vu comme un danger et non comme une priorité. Donc c'est la crainte et non l'amour qui domine au cœur des relations sociales. La violence et la sévérité étaient un lot de l'épouse et de l'enfant. Même si, comme on l'a vu dans le schéma, le père, autorité sur la mère qui a autorité sur l'enfant. La femme était au centre, l'enfant était tout en dessous. Il y avait quand même une influence de violence et de sévérité, mais les deux étaient quand même dans le même lot. Du coup, voilà, on en est arrivé à la fin de la lecture du document, la suite. Je ne peux pas comprendre quelles questions se poser. On n'a pas de réponse, il fallait sûrement aller en cours pour les suivre. Du coup, pour information, j'ai croisé les informations avec des prises de notes plus une synthèse qui se trouve dans les documents que j'ai partagés. Voilà, si jamais vous vous demandez où est-ce que j'ai trouvé les infos, je les ai pas sorties de nulle part. Voilà, si vous avez n'importe quelle question, n'hésitez pas à la poser. J'ai personnellement bien compris ce thème, j'espère que vous l'avez fait de même. J'ajoute des infos, j'en ai croisé certaines, donc si vous avez eu du mal à suivre, j'en suis navré. On se retrouve du coup demain, parce que moi pour ma part j'ai assez étudié pour aujourd'hui. Demain pour la suite, et on va commencer le XVIIe siècle, qui vous allez voir est un siècle plutôt facile par rapport à ce qui nous attend. Du coup, profitons de ce temps de pause, allez vous reposer, et si vous regardez toutes les vidéos d'un coup, faites une pause maintenant. Allez, gros bisous, à la prochaine.